Qu'est-ce que l'individualisme? Dans la majorité des sociétés dans l'histoire, c'était le collectivisme qui était le mode de socialisation dominant, ce qui est exactement le contraire de l'individualisme. Le collectivisme, juste pour expliquer, c'est quand un individu, en menant au monde, il est déjà déterminé dans une certaine mesure. Il y a un certain rôle social qui l'attend. Comme par exemple, en fonction qu'il soit un gars ou une fille, qui viennent au monde dans une famille paysanne ou de la noblesse, selon que la religion environnante, ça soit catholique ou bouddhiste, l'individu va apprendre ce rôle-là. Moi, ma mère, personnellement, qui est née en 1920, dans un milieu canadien-français, elle avait une mentalité collectiviste. Donc, la religion était très importante pour elle. Elle s'est mariée à 25 ans. Elle a eu 8 enfants. Puis, tu sais, c'était déjà déterminé un peu à l'avance, on pourrait dire. Puis, la liberté de l'individu, c'était à l'intérieur de ce rôle-là. Donc, ma mère, elle savait qui elle était. J'avais déjà posé la question. Elle dit, maman, t'es qui? Ben, elle dit, tu le sais, je suis la mère de mes enfants, je suis la voisine de mes voisins, je suis la catholique de mon curé. Ma mère, elle sait qui elle est. Mais moi, si on me pose la question, hey, qui es-tu? Ben moi, je suis un homme. Non, non, ne pas c'est quoi mon sexe, là. C'est qui je suis, moi. Ben, je suis un bébé boomer. Non, on ne demande pas quel est ton âge, on demande c'est quoi, qui tu es. Ben, je suis professeur. Non, on ne demande pas ton travail, on demande qui tu es. Hey, tu parles d'une question. Ben, je ne sais pas, je suis moi. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, c'est une ignorance d'identité, mais tout le monde peut dire je suis moi. En sociologie, on appelle ça une subjectivité autocentrée, c'est-à-dire que l'individu doit déterminer lui-même qui est, le découvrir par des expérimentations, en faisant par exemple différents sports, dans le domaine des études, en cherchant, peut-être en changeant d'emploi, en déménageant, bien des affaires. C'est comme si on a à gérer notre vie. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des étapes qui ont mené du collectivisme à l'individualisme d'aujourd'hui? Oui. Une première étape, dans le fond, ça a été l'individualisme politique, la reconnaissance des droits des individus. Ça fait déjà longtemps. Par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme en France en 1789, il disait « Tous les individus naissent et demeurent libres et égaux ». La base de l'individualisme, c'est de pouvoir se posséder soi-même. Donc, c'est pas être esclave, c'est de ne pas être les serfs, par exemple, qui étaient obligés de rester sur la même terre au service de leur seigneur autrefois. Ça, maintenant, c'est fini. Tu sais, l'individu peut gérer lui-même sa vie, il peut déménager, il y a certaines options pour voter pour qui il veut, tu sais, un certain droit politique. Autre chose qui l'accompagne, en quelque sorte, c'est le droit économique. Chacun est libre d'utiliser son revenu comme il veut. Qu'on soit riche ou pauvre, l'individu ne va pas se mettre à trop partager avec ses voisins. Qu'importe qu'un individu donc, soit millionnaire ou pas, il a tendance à vouloir garder l'argent pour lui. Puis c'était déjà comme ça il y a 200 ans, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ça, on ne peut pas dire que ça a changé. T'sais. Donc, il y a eu une certaine évolution historique, l'individualisme politique, économique. À partir des années 60-70, on sent que c'est en train de ça change à ce moment-là. Il y a un certain individualisme culturel, on pourrait dire. C'est un peu l'époque de sex, drug and rock and roll qui fait changement parce qu'à l'époque d'avant, c'était plutôt religion, babies and hard work. La religion, faire du bébé, puis travailler fort. C'était plutôt ça avant les années 60. Mais là, on sent que, donc, à partir des années 60, ça change. Une plus grande liberté des individus. On va avoir moins d'enfants. Il va y avoir des séparations de couple. L'amour libre. Tu sais, il va y avoir davantage l'individu à organiser sa vie. Ça va être le mouvement gay, le mouvement féministe. Les femmes peuvent aller sur le marché du travail. Il y a une plus grande autonomie dont l'individu peut jouir dans sa vie. Puis, je pense qu'il y a une nouvelle étape qui vient d'être franchie depuis, admettons, les années 2010, qui est un individualisme numérique. Chacun, maintenant, passe des heures dans une journée devant un écran, que ce soit un ordinateur ou un cellulaire. Puis là, chacun écoute le film qu'il veut bien, sa musique, son documentaire. Il peut aller sur Tinder, il peut commander des lunettes en ligne, il peut faire un peu qu'est-ce qu'il veut. Il y a une plus grande autonomie de l'individu, puis dans le fond, c'est ça l'individualisme. Donc, politique, économique, culturelle, numérique, on en est là aujourd'hui, de sorte que l'individualisme, il s'est juste développé davantage avec le temps. Quelles sont les dimensions de l'individualisme aujourd'hui? Il y en a 5 principales. Une, c'est le culte de l'autonomie. Donc, c'est d'être libre de gérer sa vie comme on veut.
Supposons que quelqu'un est en vie de couple et dit, oui, mais là, tu sais, on ne s'aime plus. Non, ben OK. Si l'amour est mort, on a le droit de dire, tu sais, on a le droit d'être fidèle, il faut être fidèle, mais le temps qu'on s'aime. Puis quand on ne s'aime plus, on le dit, ah, puis on a le droit de se séparer. On a le droit de déménager, de retourner aux études, de changer d'emploi, etc. Tu sais, donc, on a le droit d'organiser notre vie, le culte de l'autonomie. Un autre, c'est le culte hédoniste. C'est la recherche de plaisir. Ça peut être de faire du deltaplan pour vivre des sensations fortes. Ça peut être de faire des voyages à l'étranger. Ça peut être au niveau d'essayer d'avoir du plaisir le plus possible à consommer ou dans le domaine de la sexualité, qu'importe. La recherche de plaisir de l'individu est une facette importante aujourd'hui. Une autre, c'est le culte du corps. C'est tout ce qui concerne, vous savez, les gens qui veulent perdre du poids, être musclés, le bronzage, l'épilation, chirurgie esthétique, je me suis fait faire des nouveaux ongles. Tu sais, l'importance que le corps a dans notre société, c'est une autre facette de l'individualisme. Un autre encore, c'est le culte psychologique. Chacun s'analyse lui-même et analyse les autres. On peut rencontrer un psychologue, puis on a tendance à juger. Moi, quand j'étais jeune, il existait encore la notion de péché. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Puis on ne peut pas interroger ça, on ne peut pas être d'accord. Non, non, ça, c'est bien, ça, c'est mal, c'est sûr. Tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui agit dit « Ouais, pourquoi je fais ça? Peut-être que tu as un problème de santé mentale, tu devrais prendre des médicaments, tu devrais consulter un psychologue. » Tu sais, on s'analyse les uns les autres, non pas sur une base religieuse, mais sur une base psychologique. Enfin, un autre culte, c'est celui de la connexion. Je pense que ça serait toute une expérience de dire, OK, aujourd'hui, je n'utiliserai pas mon cellulaire, ni l'ordinateur, rien. T'sais, on est devenu vraiment dépendant parce que ça fait vraiment partie de notre vie, donc c'est une nouvelle dimension qui s'est rajoutée. Quand les gens étaient Canadiens-Français, donc il y avait un modèle clair de c'est quoi la vie, mais ça fait qu'ils ne pouvaient pas déroger à ça. Si, admettons, des gens disent « Ah, nous autres, on se sépare. Hein, chez Canadien-Français, oh mon Dieu, c'est un scandale. » Si une fille est tombée enceinte sans être mariée, « Oh non, ça c'est grave. Okay? » Il existait un peu des drames comme ça. Aussitôt qu'on dérogeait au modèle social dominant, c'était mal perçu, c'était grave. Tandis que dans notre société, étant donné qu'on n'a pas un modèle clair de c'est quoi la vie, chacun est libre de s'orienter. Tu sais, chacun peut déménager, se séparer, changer de blonde, toutes sortes d'affaires. Tu sais, vraiment, on est libre. Puis on peut dire que les autres individus sont assez indifférents à ça. On ne juge pas énormément les autres. Puis on n'aime pas avoir, même quand on a des préjugés, on n'aime pas en avoir. Idéalement, on essaye que chacun est libre d'organiser sa vie comme il veut. Ça, c'est dans la mentalité individualiste. Par contre, il y a ce qui n'est pas facile pour un individualiste, c'est de comprendre quelqu'un qui a une mentalité collectiviste. Supposons que vous rencontrez ma mère. Puis ma mère a dit « Ouais, moi, j'ai eu 8 enfants dans ma vie. Toi, veux-tu en avoir 8, toi aussi? Ben non, je veux en avoir 1 ou 2. » Tu sais, du moment que les enfants disent « Papa, papa, OK, c'est bon. » Tu ne veux pas en avoir 8. Là, ça prend un autobus juste pour les transporter. Puis imagine aller dans le sud avec les 8 enfants. « Ah non, non, non. Nous autres, il faut que ça soit épanouissant. Donc, on ne veut pas avoir beaucoup d'enfants. » OK. Ma mère, elle pourrait dire, « Ouais, toi, là, est-ce que tu utilises un livre dans ta vie? Est-ce que tu as un guide spirituel? Comme moi, j'ai la Bible, Prions en famille, des beaux livres. » Je dis, « Wow, ça, c'est vraiment important, puis ça guide ma vie. » Mettons que ma mère aurait pu dire ça. « Toi, est-ce que tu as un livre qui te guide? » Non. Moi, j'organise ma vie selon mes feelings. Puis quand je ne connais pas quelque chose, je cherche sur Google, mettons. Mais je n'ai pas de livre, mettons. Puis ça fait bizarre de dire que quelqu'un a un livre pour moi parce qu'il n'y a rien de déterminé à l'avance. OK. Ma mère aurait pu dire, « Ouais, moi, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Toi, tu vas aller où? » Ben, moi, je vais aller nulle part. Moi, il y a juste les vers de terre qui m'attendent. Moi, je crois au cycle du carbone et de l'azote, puis que là, on va se décomposer, puis c'est rien que ça. Il n'y a pas rien que des avantages à être individualiste. Et ce qu'on constate là-dedans, dans ce jeu de rôle-là, c'est à quel point, pour une personne individualiste, c'est difficile de comprendre quelqu'un qui a une mentalité collectiviste, et inversement. Hypothèse.